Et donc dans cette deuxième vidéo qui complète l'enregistrement que j'ai pas réussi à faire, vous allez vous marrer, la première je vais devoir la refaire en entier parce qu'elle n'avait pas de son. Ok, donc celle-là, j'espère, elle a du son. Et cette fois, on s'intéresse à une fonction de R3 dans R3 dont on veut montrer à nouveau que c'est un C1 difféo sur son image, donc on veut à nouveau appliquer le théorème d'inversion globale. Cette fois, sans filet, sans petit trou, sans rien, et on dit juste montrer que c'est un C1 difféo. Donc, la première chose à faire, comme dans l'exercice 9, c'est de montrer que c'est un C1 difféo local au voisinage de tout x, y, z dans R3, autrement dit, que la différentielle de f en x, y, z, quel que soit x, y, z dans R3, elle est inversible. Alors déjà, elle existe, puisque f, c'est une fonction C1 sur R3 tout entier. Encore une fois, chacune de ces composantes est une fonction usuelle de x, y ou z, qu'on a éventuellement sommée avec une autre fonction usuelle. Donc cette fonction-là, elle est C1. Et si je prends un x, y, z dans R3, qu'est-ce que j'ai? Donc calculons la différentielle de f en x, y, z. En fait, on va calculer comme toujours sa jacobienne, c'est en général le plus pratique, en calculant les dérivées partielles de f. Et ce qu'on obtient, c'est que la jacobienne de f en x, y, z, c'est la matrice de taille 3. Alors, la première ligne, c'est la différentielle de la première composante de f. Donc ici, on a la dérivée partielle de exponentielle y plus exponentielle z par rapport à x, ça fait 0. La dérivée partielle de exponentielle y plus exponentielle z par rapport à y, ça fait exponentielle y. Et par rapport à z, ça fait exponentielle z. La deuxième ligne, c'est la différentielle de la deuxième composante de f. Donc, la dérivée partielle par rapport à x, c'est exponentielle x, par rapport à y, c'est 0, et par rapport à z, non, par rapport à y, pardon, c'est exponentielle y. Et par rapport à z, par contre, c'est 0, puisque z n'apparaît pas dans cette deuxième composante. Et enfin, troisième composante, on obtient dérivée partielle par rapport à x, ça fait 1, par rapport à y, moins 1, par rapport à z, 0. Donc, on aurait pu s'inquiéter d'avoir une fonction de R3 dans R3, puisque vous savez que la suite des événements, ça va être de calculer le déterminant de la jacobienne. Or ici, c'est pas aussi compliqué qu'on aurait pu le craindre d'un point de vue calcul, puisqu'il y a une belle colonne où il y a un seul coefficient non nul. Donc en développant par rapport à la troisième colonne de la matrice, on obtient que le déterminant, c'est donc exponentielle z fois le déterminant de la sous-matrice obtenu en éliminant la première ligne et la troisième colonne. C'est exponentielle x, exponentielle y, 1, moins 1. Et ça, c'est un déterminant de taille 2, vous savez le calculer, ça fait donc exponentielle z, facteur de moins exponentielle x, moins exponentielle y. Autrement dit, si je mets le moins 1 en facteur, j'obtiens moins exponentielle z, facteur 2, exponentielle x, plus exponentielle y. Et ce truc-là, quel que soit x, y, z dans R, il est non nul. Exponentielle z, c'est strictement positif, exponentielle x plus exponentielle y aussi, donc le tout est strictement négatif, et donc en particulier non nul. Donc pour tout x, y, z de R3, la différentielle de f en x, y, z, c'est une application linéaire inversible de R3 dans R3. Et pour appliquer le théorème d'inversion globale, il nous faut maintenant vérifier que f est injective sur R3. Et ça, on le fait, eh ben, comme on fait depuis la L1 quand on a une fonction non linéaire et qu'on veut montrer qu'elle est injective. On prend deux points de R3, donc je vais prendre x, y, z, ou plutôt x1, y1, z1, x2, y2, z2 dans R3.
qui ont la même image par f. Et je veux montrer que x1 égale x2, y1 égale y2, z1 égale z2. Alors, qu'est-ce qui vérifie x1, y1, z1, x2, y2, z2? On a exponentielle y1 plus exponentielle z1 égale exponentielle y2 plus exponentielle z2. Exponentielle x1 plus exponentielle y1 égale exponentielle x2 plus exponentielle y2 et x1 moins y1 égale x2 moins y2. Alors, ce truc-là, c'est pas joli, hein, on va pas se mentir. Ça n'a pas l'air d'avoir une solution très très simple. On peut notamment pas prendre le log, par exemple, des deux premières lignes, parce que le log de exponentielle y1 plus exponentielle z1, ça fait pas du tout y1 plus z1. Je suis sûr que ça ne vous a pas traversé l'esprit de faire ça, puisque c'est faux. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez encourageant, c'est que si on regarde simplement les deux dernières équations, en fait, il y a que du x1 et du y1 dedans. Donc en fait, là, on a un système à trois inconnus, trois équations. Mais si on regarde juste les deux dernières, on se ramène à deux inconnus, deux équations, ce qui va peut-être être plus simple. On sait que x1 moins y1, ça fait x2 moins y2. Du coup, on pourrait se demander, est-ce que dans la deuxième ligne, je peux récupérer du x1 moins y1? Et donc c'est là qu'on va utiliser les propriétés de l'exponentielle. Si je mets exponentielle de y1 en facteur, à gauche de l'égalité dans la deuxième ligne, j'obtiens exponentielle de x1 moins y1 plus 1. Et à gauche, si je mets exponentielle de y2 en facteur, j'obtiens exponentielle de x2 moins y2 plus 1. Et j'ai toujours x1 moins y1 égale x2 moins y2, et la première ligne, elle n'a pas bougé, on a dit qu'on regarderait ça plus tard. Et maintenant, d'après la troisième ligne, lui, il est égal à exponentielle x1 moins y1, puisque x1 moins y1, c'est égal à x2 moins y2. Du coup, exponentielle de x1 moins y1 plus 1, pardon, du coup, j'ai exponentielle de x1 moins y1 plus 1 de chaque côté, et c'est non nul. Donc je vais pouvoir simplifier par exponentielle de x1 moins y1 plus 1. Et ça me donne... Donc j'ai toujours la première ligne. Et du coup maintenant, la deuxième ligne, c'est tout simplement exponentielle y1 égale exponentielle y2. x1 moins y1 égale x2 moins y2. Et là, du coup, ça tombe comme des dominos, parce que la deuxième ligne, elle me dit, en passant au log, parce que cette fois j'ai le droit de faire, y1 égale y2. Du coup, la troisième ligne, je peux simplifier y1, y2, ça me dit x1 égale x2. Et si je reprends la première ligne, je vais pouvoir simplifier les exponentielles y1 exponentielle y2, puisque y1 égale y2. Il va me rester exponentielle z1 égale exponentielle z2. Donc finalement, x1, y1, z1, c'est égal à x2, y2, z2. Donc on a bien que f est injective. Hop là. Je vais plutôt l'écrire là, pour avoir la place d'écrire la conclusion en dessous. Donc f est bien injective sur R3. Et du coup, f est injective sur R3, et en tout point de R3, sa différentielle est inversible. Donc d'après le théorème d'inversion globale, f réalise un C1 difféomorphisme sur son image, autrement dit, entre les ensembles R3 et f de R3, f est une bijection C1
dont la réciproque est C1. Donc encore une fois, une application assez directe du théorème d'inversion globale. J'espère que vous éclaire un peu ces deux exercices sur la façon dont on l'utilise. Donc comme vous voyez, montrer que c'est un C1 diffé local au voisinage de chacun de ces points, on est un peu sur des rails. On calcule la différentielle, donc en général la jacobienne, on montre qu'elle est inversible, typiquement on calcule le déterminant, on montre qu'il est non nul. Et ça nous dit que f est un C1 difféo local en tout point où le déterminant est non nul. Maintenant, pour le théorème d'inversion globale, il nous faut l'injectivité, et là, bah, on n'écoute pas, on le fait à l'ancienne, et on voit qu'il faut faire preuve éventuellement d'un peu plus de créativité. Donc, j'espère que cette correction en vidéo vous aura convaincu, et je vous souhaite une bonne fin de journée.